Business Club de France des agriculteurs, spécial salon de l'agriculture avec Michel Picot. Bienvenue dans cette émission spéciale du Business Club de France des agriculteurs, parce que les agriculteurs sont aussi des entrepreneurs avec des métiers très spécifiques, parfois difficiles, mais ne l'oublions pas, sans eux, nous ne mangerions pas. Soyez les bienvenus. Et nous sommes effectivement ici au cœur du salon de l'agriculture avec nos invités. Je vais saluer tout d'abord Delphine Gay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice de la communication des affaires publiques et de l'engagement sociétal de Yara France. D'ailleurs, on est sur le stand de Yara France et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais saluer également Jean-Paul Hébrard. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes le fondateur de TV Agri. On va parler de ce média. Et puis merci également parce que grâce à vous, on est là aussi avec vous. Avec plaisir. Et on va pouvoir parler de cette agriculture. À ma gauche, j'ai le plaisir d'avoir François Deltour. Il est le directeur général de Sovea. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Denis Verdier. Bonjour. Bonjour. Denis Verdier, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président notamment des vignerons propriétaires associés. C'est dans le Gard, c'est une coopérative, c'est ça ? C'est au sud de Nîmes, oui, c'est dans le Gard, effectivement. Ouais. On va parler du vin, bien entendu, mais on va parler aussi de l'avenir de l'agriculture. Je voudrais juste souligner que vous avez siégé au Conseil économique, social et environnemental, le fameux CESE, et vous avez travaillé sur l'avenir de l'agriculture, et vous nous disiez, notamment dans les différents travaux que vous avez pu mener, que c'est un moyen de renforcer la cohésion sociale et territoriale. Oui, alors effectivement, les agriculteurs occupent le territoire avec leurs projets, leurs métiers, finalement entretiennent aussi les liens entre la ville et la campagne. Il y a toute une dimension sociale fondamentale. Mais je pense que c'est important de le souligner parce que peu de gens, je suis désolé, mais pour les urbains, peu de gens savent ce qu'est réellement la vie d'un agriculteur. Alors, la vie d'un agriculteur... Mais on est content ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus voir ce qui se passe, heureusement. La vie d'un agriculteur, c'est de se lever tôt et souvent de finir tard. Mais c'est un métier de passion, parce qu'on est dans la nature, parce qu'on a le souci de plus en plus de la nature. Et ça a beaucoup de sens de faire bien ce métier. entendu. Ça a beaucoup de sens. On revient au vin, si vous le voulez bien. Comment se porte le marché ? Je vous dis ça au regard de ce qui se passe dans le Bordelais où de nombreux exploitants envisagent l'arrachage. Oui, alors, on est un peu dans le paradoxe, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que l'exportation des vins français, c'est 15 milliards d'euros. On n'avait jamais eu un tel niveau d'exportation. Après, quand on regarde le détail et qu'on est dans le paradoxe, c'est qu'il y a une partie du vignoble qui a des difficultés, c'est notamment le cœur de gamme, et en particulier parce qu'en France, il y a une chute de consommation drastique. On perd des volumes conséquents d'export, de consommation, ce qui évidemment n'est pas sans poser de problème. Ouais. La consommation, elle touche notamment le vin rouge. J'ai un peu le sentiment, je n'ai pas de données chiffrées, que les vins dits festifs, rosés et blancs gagnent du terrain. Alors, effectivement, la consommation qui diminue, c'est en particulier sur les vins rouges et parfois même sur des AOP ou des IGP. Mais par contre, les vins blancs se maintiennent bien. On dit d'ailleurs qu'en grande partie, c'est grâce aux dames qui consomment et qui entraînent Ça vous fait vers le de... blanc. Et puis les rosés, parce que les ça se rosés, consomme pas plus. au repas. Blanc Et rouge quand même, hein. Je Ouais. pense que Ouais. le rosé un peu moins de mon côté, mais Alors, blanc rosé- et le rouge, rosé- oui, je confirme. Ouais. Bon, alors on va dire que le rosé à consommer avec modération, bien entendu. C'est plutôt le sud, c'est plutôt chez vous. Le rosé est devenu aujourd'hui un produit qu'on exporte. Et par exemple, aux États-Unis, les Côtes de Provence ont des chiffres remarquables. Donc, effectivement, c'est un produit qui est devenu à la mode. Ouais. Et qui peut générer de nouvelles ressources, si j'ose dire, pour la profession. Exactement, ça crée en tout cas un certain espoir. Ouais. Alors, vous avez imaginé quelque chose pour la relève. Oui, alors, effectivement, dans nos métiers, le coût de l'installation est considérable. Il faut acheter du foncier, il faut évidemment s'équiper en matériel, il faut avoir le fonds de roulement nécessaire, il faut avoir les marchés. C'est extrêmement compliqué et lourd financièrement. C'est une enveloppe autour de 600 000 € minimum pour pouvoir y aller, c'est Exactement, ça, hein ? sur un vignoble de cœur de gamme,
il faut compter autour d'un investissement de l'ordre de 600 000 euros pour un jeune qui débute avec une exploitation de l'ordre de 10-15 hectares. Voilà. Oui. Donc, effectivement, ça calme. Il y a très peu de jeunes qui s'installent. Et aujourd'hui, la succession n'est pas assurée, quoi. On n'est pas assuré d'avoir suffisamment de bras qui acceptent, etc. Donc, on a imaginé une formule pour porter le foncier avec un premier constat. La France n'a jamais eu autant d'épargne que cette période. D'une part, ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça. Et avec à côté de ça, la loi Madeleine qui permet de la défiscalisation sur les investissements qui sont vertueux. Donc nous avons créé une société qui a vocation à faire appel à l'épargne. Et avec cette épargne, on constitue un fonds qui va porter le foncier en mettant un jeune qui s'installera en fermage avec une obligation de rachat dans 5 ans, ce qui créera un peu un effet revolving. Je ne sais pas si j'ai été clair dans l'explication. Je pense que si, mais je trouve ça assez innovant finalement. Je trouve que c'est une manière originale. Oui. Bon, je ne suis pas sûr que les banques vous regardent. Alors, les banques sont rassurées parce que si nous, on apporte dans l'installation des jeunes une partie du coût de l'investissement, ça les rassure. D'autant qu'on a la coopérative derrière qui assurera la commercialisation. Donc, c'est un projet d'entreprise que nous avons constitué. Et d'ailleurs, il s'appelle Vignoble Associé. Et sur n'importe quel moteur de recherche, vous pouvez le trouver. Voilà. J'ai juste une toute petite dernière question. Comment motiver ces jeunes pour la relève? Je suis désolé, mais on a vu que depuis plus d'un mois, il n'a pas plu. On s'aperçoit aussi qu'il y a un contexte géopolitique qui bouleverse les ventes à l'international. Il n'y a pas d'eau. Quoique vous, dans le Gard, je crois que vous avez une solution avec le Rhône, pas très loin, mais il n'y a pas d'eau partout. On s'aperçoit que le Nord est en train de faire de la vigne en ce moment, parce qu'il y a un changement climatique. C'est pas très motivant. Oui, alors, vous soulevez des questions très compliquées. Il peut y avoir effectivement dans le nord du vignoble. Alors attention, le changement climatique, ce n'est pas que le réchauffement. Hein. Il y a aussi le froid. C'est-à-dire que le risque du gel existera d'autant plus qu'on a à la fois très froid et très chaud dans les mêmes périodes à 6 mois près. Quoi, hein. Après, la question de l'eau est terriblement difficile et c'est peut-être une occasion de dire... que l'eau doit être partagée, mais sans passion. Il faut poser le sujet. Ouais. On est dans un secteur où il va manquer d'eau, et donc il faut savoir comment l'utiliser. Alors que quand il pleut, cette eau, elle part vers où? Vers les mers ou océans, dont on dit que le risque, c'est qu'ils augmentent en hauteur. Donc il y a peut-être une idée d'économiser l'eau en la stockant pour la redistribuer, l'eau de pluie, pour la redistribuer quand il fait chaud. Avec de grandes bassines, mais c'est un autre débat. Oui, alors ça c'est un débat qui est difficile, mais je crois qu'il faut le dépassionner, quoi. Il faut le prendre au plan local, calmement. Je pense aussi. Delphine Gay, merci d'être là. On est chez vous, Yara France. Que faites-vous chez Yara ? Alors, Yara, tout d'abord, a pour mission de produire des solutions de nutrition des plantes et de santé des sols pour fournir l'alimentation indispensable à tous nos agriculteurs et à toutes nos agricultures. On peut dire le mot engrais ? Alors, en effet, nous fournissons des engrais, mais pas seulement. En fait, toute une palette de solutions qui permettent aujourd'hui d'avoir une alimentation de qualité, variée, diversifiée. Je vais vous donner un seul chiffre. Nous avons 3 sites de production en France, 2 spécialisés dans la fourniture d'engrais. Et à votre avis, ces 2 sites de production d'engrais en France nourrissent l'équivalent de combien de personnes, combien d'habitants ? Aucune idée. 41 millions de Français. Sur vos 3 sites ? Sur mes 2 sites. Enfin, vos 2 sites. Ouais, spécialisés dans la production d'engrais. Donc voilà, simplement pour rappeler que les engrais permettent aujourd'hui de nourrir, ces engrais minéraux, azotés, nourrissent 50% de la population mondiale. Vous avez parlé des 3 usines, il y en a une à Montoire, c'est en Bretagne. Oui. À Ambès, en Gironde, Gironde, c'est voilà, ça ? tout à fait. Et au Havre. Et au Havre, la 3e, qui là fournit aussi d'autres solutions pour la nutrition des animaux et également des solutions pour dépolluer, notamment nos voitures diesel avec le fameux produit uréique. Adiblou. Bravo, Jean-Paul. Ah oui, d'accord. Qui suit. Je voudrais juste rappeler que la maison mère est norvégienne. Tout à fait. Et que le groupe dans le monde, c'est 17 000 personnes dans 60 pays, 600 personnes en France. Exactement, sur nos 3 sites. Vous avez évoqué les engrais
Minéraux azotés du futur. Azotés, voilà. Ouais. Juste petite parenthèse, avec le contexte actuel et la guerre en Ukraine, est-ce que ça pose un problème? Comment vous analysez cette situation? Parce qu'on sait que ce pays était un gros producteur d'engrais azotés, d'azote surtout. Alors oui, c'est vrai que la Russie a des mines, notamment de potasse, comme la Biélorussie. Ils fournissent à eux deux 46% des besoins mondiaux. Donc c'est vrai que la guerre en Ukraine a réorganisé un peu les schémas de distribution classiques et c'est surtout les augmentations du prix du gaz qui a eu un impact considérable sur nos productions, vu que le gaz, le méthane, est à la base de l'hydrogène dont nous avons besoin pour produire ces engrais minéraux. Oui. Dernière question, vous avez parlé de décarbonation, ça veut dire quoi? Tout à fait. Ça fait partie des projets, vous allez produire de manière décarbonée, c'est ça? Exactement. Alors nous produisons déjà, nous avons des sites qui ont des réductions d'émissions de gaz à effet de serre proches de 99,5% en France. Nous avons la fierté chez Yara d'avoir des sites extrêmement innovants high-tech. Et notre fierté cette année d'être présent au Salon de l'Agriculture, c'est justement d'expliquer que nous commercialisons en 2023 les premiers engrais décarbonés. Donc ils vont être commercialisés dans une coopérative scandinave, mais nous allons rapidement les avoir sur le territoire français. Des engrais qui seront peut-être transportés dans des big bags. François Deltour, je rappelle que vous êtes le directeur général de Sauvea. C'est une société pour valoriser ces gros sacs finalement qui transportent des engrais. Oui, c'est un big bag, c'est 2,5 kg qui pèse et qui arrive à soulever 600 kg d'engrais. Depuis 15 ans, nous avons mis en place d'une façon collective un système de collecte et de recyclage. Aujourd'hui, on récupère plus de 93% des plastiques qui sont mis en sac. Et on arrive à recycler 99% de ces volumes récupérés. Et vous en faites quoi? Ça, et par exemple voilà un exemple de big bag recyclé. C'est une cagette de champignons qui nous revient de Pologne. Là, ça a été recyclé en Pologne. Comme quoi. Jean-Paul Hébrard, on a parlé rapidement d'innovation, mais je pense qu'on va faire d'autres émissions du Business Club des agriculteurs, bien entendu. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez constaté finalement à travers les médias comme TV Agri on est en pleine évolution, révolution, mutation, qu'est-ce qui se passe? Alors, sur le plan de l'innovation, effectivement, il y a une part de plus en plus importante de ce qu'on appelle la ferme digitale, le co-farming, c'est-à-dire les start-up du monde agricole. On voit de plus en plus de start-up se créer avec beaucoup de personnes venant de extérieurs au monde agricole. C'est-à-dire des gens qui ont des formations plutôt de type polytechnique ou autre, qui viennent dans l'intelligence artificielle, et l'agriculture fait appel de plus en plus aux capteurs et à l'intelligence artificielle. Ça, c'est sur le plan de l'innovation. On n'a pas fini d'en parler, en tout cas le temps passe très très vite. Merci beaucoup de nous avoir suivis, émission disponible en replay et en podcast également. Merci de votre attention.